Cernay, en Alsace, 8 h du matin. Pas d'agressivité, vous n'avez pas à rentrer en conflit avec les gens, vous faites intervenir. Ok? Ok. On n'est pas là pour se bagarrer, on est là pour surveiller. Hein? Ok. Ça marche? Les 190 salariés d'Imer France s'apprêtent à manifester pour sauvegarder leurs emplois. Ils viennent d'apprendre le dépôt de bilan de leur société, une entreprise qui fabrique des camping-cars et des caravanes depuis 40 ans. La multinationale allemande qui les emploie veut rapatrier la production en Allemagne. Alors les ouvriers ont décidé de se battre pour que leur direction revienne sur sa décision. Celui qui organise la résistance, c'est Antoine Dugaud, délégué syndical de l'usine depuis 15 ans. On a demandé à négocier pour essayer de voir ce qu'on peut sauver encore sur ce site-là. Mais depuis 17 jours, personne, aucun signe de vie des actionnaires. Et bien sûr qu'on a peur. Et quand on voit ce qui se passe aux alentours également, avec toutes les boîtes qui ferment autour de nous, ben on a de fortes craintes à rester au chômage pendant longtemps. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire pour une période de 2 mois. 2 mois pour sauver 190 emplois. Une course contre la montre vient de commencer. Les salariés d'Imer France vont-ils réussir à empêcher la fermeture de leur usine? C'est ma vie. Fabrication de caravanes, c'est ma vie. Jusqu'où vont-ils aller pour faire entendre leur voix? Jusqu'en Allemagne! De leurs premières actions jusqu'au dénouement final, nous avons suivi le combat de ces ouvriers hantés par le spectre du chômage et de la précarité. Moi, j'ai pas envie d'aller dormir sous les ponts, de finir comme tous ceux qu'on voit à la télé. Action commando, négociations secrètes, S'il fait pas un chèque ce soir, ça va mal se finir. moments de joie et de désespoir. Pendant 6 mois, nous nous sommes plongés dans une réalité devenue malheureusement de plus en plus fréquente. En France, en 2009, 428 usines ont fermé leurs portes. En manifestant, les salariés d'Imer France espèrent être entendus jusqu'en Allemagne. Depuis le dépôt de bilan, les dirigeants du groupe Imer se terrent dans le silence. Il faut qu'on rencontre la maison mère, les directeurs qui viennent autour de la table et qu'on discute avec eux, qu'il y ait une vraie reprise de l'emploi dans le bassin en Alsace, qu'on puisse continuer à travailler de notre savoir-faire. Ici, toute la population est solidaire des salariés d'Imer France, même lorsque le cortège bloque la circulation. On participe moralement. Ouais, mais ils ont raison de le faire. Ah, ils ont besoin d'argent. L'année dernière, une vingtaine d'usines a fermé dans la région. Imer est l'une des dernières industries encore debout. Alors à Cernay, une petite ville de 20 000 habitants, tout le monde s'inquiète, comme ce buraliste. Imer, c'est quand même un fleuron quoi, pour Cernay. Hein. Bon, c'est quand même un produit qui est connu en toute la France et dans le monde entier peut-être aussi, hein, avec le développement du camping-car et tout ça. Bon, ça reste quand même quelque chose qui est très important. Hein. 10 minutes plus tard, le cortège s'arrête sur le parvis de la mairie. La dernière fois qu'on a mis des camping-cars ici, c'était pour mon mariage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je préférais quand même ton mariage. Hein. J'ai quand même préféré ton mariage. Antoine est accompagné de délégués syndicaux d'autres usines de la région, venus par solidarité. Bonjour. Vous, je vous ai vu à la boîte. La délégation est reçue par le député maire de Cernay. Il compte sur un appui politique, mais dès le début, le maire s'avoue impuissant. Je pense quand même je ne connais pas de patron qui ferme des boutiques parce que c'est parce qu'ils ont des difficultés. Il y a des problèmes. Après l'ampleur, on peut toujours l'évaluer, mais il y a une crise incontestable. Et Monsieur le député. Laissez-moi terminer. Laissez-moi juste terminer. Ils ont mais... perdu de l'argent et des coûts d'exploitation, mais qu'importe, il y a une crise. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on parle de crise, ça n'a rien à voir avec la crise. Il prévoit d'occuper 200 salariés sur des lignes de montage en Allemagne pour faire la même chose que nous on fait. Donc quelque part, la crise n'a rien à voir là-dessus. Hein ?
C'est du protectionnisme à l'allemande, je suis désolé de le dire. Et peut-être que là-dessus aussi, il faut qu'on arrête un petit peu de chanter cocorico sur les toits, parce qu'on est français et on est européen et peut-être européen convaincu. Mais en tout cas, ce n'est pas l'Europe qu'on veut. Alors j'ai relayé votre demande qui dit table ronde avec les Allemands. Ça serait peut-être, si j'ai bien compris, c'était la condition disant il faut qu'on commence à discuter. Alors, je fais passer le message. Je pense qu'il va être suivi des faits. Toi, Antoine, on a la même situation que toi. On a eu exactement le même discours que toi. On a eu exactement les mêmes promesses que toi. Bah, aujourd'hui, on est à la porte. J'ai 50 personnes dehors qui ne sont plus payées depuis 13 jours. Et ça me fait chialer, j'en ai marre. Il y a des gens qui vont se suicider. Et peut-être moi le premier. C'est tout ce que j'avais à dire. Antoine, tu attends bien parce que ce sera très dur de te dire tes gens. Il va y avoir une réunion. Je t'en mets pas dans cet état. Je t'en mets pas dans cet état-là. T'en mets pas dans cet état-là. Toi, il va aussi, toi. Ok. Faut pas parler de ces choses-là. Il faut rester digne. Ça sert à rien qu'on s'arrache la tête. D'accord, on essaye. T'as rien à te reprocher. Tu fais ton boulot. T'as fait ton boulot. Non, t'as pas mal fait. T'as fait ce que tu pensais être juste. Ok. Fais gaffe parce que vous en vous non, allez, arrête. Faut pas parler de ces trucs-là. Hein? Arrête. Ok. Merci de nous avoir reçus, monsieur le maire. Merci d'être venu. Merde. J'ai entendu aussi ce que vous avez dit. Et puis vous, Je suis pas tout seul. j'arriverai pas. Au revoir. Certains ne croient plus aux promesses, mais Antoine espère malgré tout que le maire va organiser au plus vite une rencontre avec les dirigeants du groupe. Pendant ce temps-là, à Imer France, l'usine est déserte, ou presque. Un homme est retranché dans son bureau. Celui qui n'a pas manifesté ce matin, c'est Philippe Grasser, le directeur du site. Il y a 4 ans, il a été placé aux commandes de cette usine par les dirigeants allemands du groupe Imer. Lui aussi a très peu d'informations. Mal à l'aise face à la caméra, il avoue que le groupe envisage de fermer l'usine dans les mois qui viennent. Vis-à-vis de la direction allemande, aujourd'hui, on est tout seul. Donc, le dernier contact que j'ai pu avoir avec l'Allemagne, nous ont donc expliqué qu'ils ont fait le choix et qu'ils en assument la responsabilité de placer donc l'entreprise en redressement judiciaire. Ça veut dire clairement que l'Allemagne, ils veulent se défaire au plus vite de la filiale française et ont, entre guillemets, remis ça dans les mains de l'État français. Donc maintenant, vous êtes seul. Aujourd'hui, on est seul, oui. Un directeur perdu dans une usine en état de siège. Les salariés ont décidé d'occuper l'usine jour et nuit pour surveiller les entrées et les sorties. Ils ont peur que la direction embarque le matériel à leur insu. Et pour faire pression sur les dirigeants allemands, ils ont bloqué l'expédition des dernières commandes. Sur ce parking, ils retiennent en otage 200 camping-cars et caravanes. Bon, c'est bon, tout est en place. Là. Ouais. Il n'y a qu'à bouger, c'est bon. Il marche, il ne doit pas piquer de roue, pas de rétro, rien. Nickel. C'est bien. Un parc automobile d'une valeur de 6 millions d'euros. On fait des rondes pour surveiller notre trésor de guerre. C'est ce qu'on a baptisé. On a baptisé ceci notre trésor de guerre parce que c'est la seule chose qui nous reste sur le site. Et c'est surtout la seule chose que les Allemands veulent récupérer rapidement et très rapidement. Et qui est monnayable. Ouais. Le réfectoire est devenu le poste de contrôle des salariés. Ils ont piraté la machine à café et se partagent les petits plats préparés par leurs femmes. Dans cette usine, on lutte en famille. La femme et les enfants d'Antoine sont venus apporter leur soutien. Mon inquiétude, c'est de ne plus avoir son travail, quoi. L'inquiétude, c'est de ne plus pouvoir suivre au niveau des études pour mes enfants. J'ai ma grande, elle a envie de faire des grandes études, mais est-ce qu'on va pouvoir suivre? Je ne sais pas. Si eux, ils ont envie de faire des grandes études, comment je vais faire? Ils savent que les cadeaux de Noël, ils ont eu une chose, ils en ont moins que d'habitude. C'est pour ça qu'ils sont un peu tristes et c'est pour ça qu'ils sont un peu démoralisés, quoi, dans un sens. Combien d'années d'ancienneté? 21 ans, moi aussi. Les salariés se côtoient ici depuis très longtemps. Roby, combien d'années d'ancienneté? 31 ans. J'ai 31 ans de présence dans la boîte. Et quand j'ai commencé à travailler, mon fils n'était même pas encore né. C'est dur, et puis je suis pas tout seul. Hein.
Non, pas tout seul, Roby. Oui. C'est ma vie. Hein. Ouais. Fabrication de caravane, c'est ma vie. Hein. Hubert, lui, a 21 ans d'ancienneté. Sa femme et 6 autres membres de sa famille travaillent chez Imer France. Alors pour lui, si l'usine ferme, c'est tout un monde qui s'écroule. Je vois pas mon avenir ici. Je le vois plus aujourd'hui. J'espère le voir parce que bon, j'ai essayé de tirer jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je ne vois pas mon avenir ici. À cause de ça. Je ne vois pas. Et je tiendrai jusqu'au bout. Je ne lâcherai. Tout le monde ne lâchera rien. Ah, nos amis, les clients. Nos clients. Bravo. 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 Les ouvriers reçoivent ce matin la visite de clients. Des particuliers propriétaires de caravanes venus les soutenir dans leur combat. Pour nous, c'est important de les soutenir. Ils travaillent pour nous depuis 40 ans maintenant. Donc c'était important d'être ici. Vous êtes satisfait de leur travail? Oui. Sinon on ne serait pas là. Fiers de leur présenter leur savoir-faire, les salariés leur proposent une visite des ateliers. C'est soudé manuellement et puis on va vous montrer... Là, vous avez donc le sol. Regarde d'être dedans ou pas, quoi. Pour l'occasion, les ouvriers s'improvisent guides touristiques dans une usine aux allures de musée. C'est l'artisanat. Depuis 40 ans, la renommée de cette usine repose sur un modèle spécifique de caravane à ossature métallique. Un modèle de légende pour ses clients passionnés qui font partie d'un club de caravaning. Cette visite est pour eux un moment privilégié. Ça me fait un drôle d'effet de voir ça. De la voir comme ça. Ah oui, Mais c'est comme si vous voyez un bébé qui commence à naître et puis vous allez le voir maintenant grand après. C'est incroyable, hein. Ah mais ça fait un effet. Malgré l'admiration des clients, ce savoir-faire risque de disparaître d'ici quelques mois. Un choix incompréhensible pour les ouvriers et une catastrophe pour leur famille. À 7 ans, le fils d'Antoine est inquiet. Je veux soutenir mon papa. Ça veut dire quoi, soutenir? Dis-moi. Je veux qu'il garde son travail. Ah. Mais t'inquiète pas, on va garder le travail. Hein. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre. D'accord? Une semaine plus tard, l'hiver s'installe à Cernay. La situation d'Imer France semble figée. La direction allemande n'a donné aucun signe de vie, aucune réponse sur l'avenir du site. Les salariés continuent à occuper l'usine sans violence. Mais face au mutisme de leurs dirigeants, ils décident de leur adresser un premier avertissement. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Dans la cour de l'usine, Antoine a organisé le démontage d'un camping-car, pièce par pièce. Les ouvriers prennent soin de ne pas casser le matériel, mais ils menacent d'en démonter un par jour tant qu'ils n'auront pas de réponse de la part des patrons allemands. Jusqu'en Allemagne, s'il le faut. Pour l'instant, on est en train de faire des actions qui sont des actions symboliques, certes. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. On tient à notre matériel pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que les esprits se chauffent un petit peu, malgré le fait qu'on a l'impression d'être calme. Ça bouillonne un petit peu à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, c'est 45 000 € qu'on est en train de démonter là. Donc si le groupe ne comprend pas qu'il faut venir discuter ici autour de la table avec nous et avec la justice, ben on continuera à démonter. Pendant qu'Antoine motive les salariés, une vieille dame apparaît soudain au balcon de l'usine. C'est Madame Spitt, la sœur du fondateur du groupe Imer. Ancienne directrice de l'usine, elle est passée chercher quelques affaires et assiste à la scène, médusée. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Spitt, ouais. Ah oui, ben hélas, des fois, il faut
Il faut faire la part des choses, hein. C'est comme ça. Pas de provocation. Pas de provocation, mais Antoine espère qu'elle fera passer le message en Allemagne. En attendant, les salariés entreposent le matériel qu'ils ont démonté au fond de l'usine, dans un endroit qu'ils ont baptisé le cimetière des camping-cars. C'est une bataille d'usure. Ils doivent être usés avant nous. Ouais, de fait. De toute façon, hein? La guerre, on l'a gagnée. On les usera le con. Il est 18h, Antoine rentre chez lui. Toute la journée face aux salariés, il s'est montré confiant sur l'issue du conflit. Mais après 3 semaines de lutte, il commence à douter. Quand tout est fini, on rentre à la maison, on va se coucher et ça commence à trotter dans la tête avec le doute. Et si on ne réussissait pas à les amener autour de la table, qu'est-ce qui va se passer? Et la grande interrogation, et si on était en train de se planter dans tout ça? Chez lui, d'autres soucis l'attendent. La peur du chômage crée des tensions à la maison. Salut les monstres. La femme d'Antoine est agent hospitalier et travaille de nuit. Le soir, ils se croisent à l'heure du dîner. Ça va? Bah oui, et toi? T'as pas beaucoup dormi? Non. Ah. Depuis le début du conflit, toute la famille vit dans l'incertitude. Les fêtes de Noël s'annoncent moroses. Les enfants d'Antoine savent qu'il va falloir faire des sacrifices et qu'il y aura moins de cadeaux au pied du sapin. Non, la route, ça va, elle est bien dégagée, ouais. C'est hier où c'était un peu le bordel, mais là, ça va. Tous les soirs, Antoine tente de rassurer sa femme, mais plus le conflit s'enlise, plus elle s'angoisse. C'est un peu nerveux pour tout le monde. Vous aussi? Pour moi, on va dire oui. Ça va le faire, hein, t'inquiète. Il y a encore un mois à attendre. C'est pas une question que je m'inquiète, c'est une question de savoir où c'est qu'on va, quoi. Tu vas, pas on va, tu vas. Où tu veux que j'aille? Je vais vers la porte de sortie, tout simplement. Et un seul salaire, ça peut suffire pour votre famille? Ah non, ça suffira pas. Un seul salaire avec le crédit de la maison, ça suffira pas. Ça pourra pas suffire. Il nous reste encore 15 ans à payer la maison, donc je dis 15 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Donc il va falloir prévoir, on verra bien. C'est-à-dire, vous faites des restrictions ou... Ah oui. Au niveau de tout. Au niveau boisson, au niveau coca, au niveau de tout, c'est de l'eau, du sirop, c'est au niveau de la nourriture, on fait attention, on ne gaspille plus. Il n'y a pas le choix, autrement on est dans le rouge. Donc c'est compte à gérer, quoi. Continue. Je sais pas si on n'y est pas quand même. Hein. Dans le rouge? Voilà. Bon, on a l'habitude même. On n'est pas les seuls à être dans le rouge. Si tant que tu peux subvenir à tes dettes, c'est bien. Le jour où on ne pourra plus, ben, on verra. Mais quand ils se plongent dans leur compte, c'est la panique. Avec un seul salaire de 1 300 € par mois, sa femme ne sait pas comment ils vont payer toutes les factures. Pour le moment, Antoine refuse d'y penser. J'ai pas envie de désespérer maintenant, on verra après. On verra après. Toi, quand tu as les factures qui arrivent, on va pas te dire ne vous inquiétez pas, ne les payez pas. Ben non. Hein, quand tu as les impôts, tous les machins, l'État ne va pas te dire non, arrêtez parce que votre mari perd le travail. Alors arrête ton cinéma aussi. On va pas déposer le bilan, non? Non, mais ça m'amuse, ça. Les impôts, les maires, hein, tous les autres, ils vont pas dire non, ne payez pas, ni rien du tout. Ben oui, mais on fera avec. Oui, ah, ben, ça c'est ton mot, on fera avec. On gagne moins, on payera moins d'impôts. Mais ils s'en foutent, faut qu'on les paye quand même. Ouais, on verra. Pensons pas à ça pour l'instant, pensons à la suite. C'est tout. Hop. Arrangez ça, on va préparer à manger. Toi, t'as déjà un boulot sûr, t'es fonctionnaire. Il y a des gens qui n'ont même pas cette chance-là. Ah ben, c'est ça. Hein? Il y a des copains, ils sont à 2, à 3, à 4, à 5 à bosser ensemble. Eux, ils ont pas à se faire des soucis. Nous,
Je dis, il faut qu'on s'en fasse aussi, mais on aura le temps de s'en faire. On range ça comme ça, on n'en parle pas des chiffres, parce que les chiffres, ça fait tourner la tête. Une semaine vient de passer. Les habitants de Cernay s'apprêtent à fêter Noël en famille. Tout le monde attend le réveillon. Pour les salariés d'Imer France, pas question d'abandonner le combat. Ils continuent d'occuper les lieux et pour la première fois, ils vont passer leur réveillon à l'usine. Hormis le sapin et ses décorations, l'ambiance est sinistre. Au programme, partie de belote entre collègues. Triche pas, hein, Patrick? Non. Comme d'habitude, ils font des tours de garde toutes les heures. Mais ce soir-là, plus qu'aucun autre, ils auraient préféré le passer chez eux. J'ai ma famille qui est partie dans les Vosges, mes enfants. Alors c'est vrai que cette année, on n'avait pas pensé à ça du tout. Hein. C'est un gros pincement au cœur. Hein. Mais bon, comme on dit, il faut s'y faire. Hein. Au même moment, à Cernay, Antoine part chercher le repas du réveillon pour ses collègues. C'est pour Imer France. Bonsoir. Ça va? Il a commandé un menu chez un charcutier traiteur de la ville qui lui a fait un prix d'amis. Ça c'est pour vous, hein? Oh là, j'espère que j'ai assez de place maintenant dans la voiture. Après le reste, il va vous donner, hein? Alors vous allez fêter Noël. Bon, on va fêter Noël entre nous. Hein. Combien? Non, il y en a 15 et 15, oui, une trentaine, on va dire 15 jusqu'à minuit et 15 autres qui viennent après minuit. Ah, oui, on se relaye. Solidaire, le commerçant lui prête même sa voiture pour transporter les plats. Je vais fermer la mienne. Tout à l'heure, hein? Yo! Et joyeux Noël, hein? Antoine espère que ce repas de fête va remonter le moral de ses collègues. Lorsqu'il rejoint l'usine, un journaliste de la presse locale l'attend. Que la fête commence. On va fêter Noël, hein? Ah, ben allez, hop. Noël, notre collègue, là. Un petit apéro. La porte est fermée dehors. La porte est fermée dehors. C'est bon. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez une petite photo avec le sapin, Noël? Allez, go, ça marche. Est-ce que vous avez une pancarte, quelque chose qui symbolise un petit peu là, votre lutte? Ah ouais? C'est un gosse. Qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte? C'est un merveilleux Noël. Pour un merveilleux Noël, je voudrais que mon papa ait du travail. Ah ouais. Ça c'est super. On peut faire du bruit, on n'entend pas. Santé, hein? Bon Noël, hein? Chin. Bon, ça vous fait quoi là, Noël entre nous là? Mais il n'y a pas de soucis. On est bien. On est bien là. On est bien là. Balcon. C'est Jésus qui rentre, c'est Jésus. Noël, c'est une fête de famille, un réveillon, c'est une fête de famille. Mais bon. Surtout Noël, mais bon. Là, on est aussi une famille. C'est la grande famille. Ah, une grande famille, ouais. C'est la famille mère. Heureusement qu'on est là, parce que bon... Bah oui. Vous pensez qu'ils sont où les patrons à l'heure qu'il est là? Ils sont en train de savourer leur foie gras. Ouais. Et le caviar, n'oublie pas. Du caviar, oui. Mais pas du caviar... C'est pas des œufs de l'Inde, c'est du caviar. Ils sont bien tranquillement en train de penser. Quand s'en mettre plein la lampe, donc nous on est là. Question de ce qui se passe. Ah, excellent. Non, ils savent pas. Ils y pensent même pas. Non, ils pensent même pas. Hein. Non, ils pensent même pas. Ciao, ça va sonner. Le Père Noël est déjà passé. Salut, je crois que t'as quelque chose, c'était... Il est 1h du matin, Antoine rentre enfin chez lui. Il s'est montré souriant toute la soirée devant les salariés, mais une fois seul, l'émotion le submerge. Ça sera peut-être le dernier réveillon que certains passent entre eux au niveau de la boutique. En tout cas, j'espère pas, mais ouais, je pars avec un petit peu de déception quand même aujourd'hui. J'en ai gros sur la patate aujourd'hui. Donc, on va récupérer les gosses. Je vais rentrer voir les gosses en espérant qu'ils sont encore réveillés. On va essayer d'ouvrir les cadeaux ensemble. Et puis, demain est un autre jour. On verra bien. Allez. Bonne nuit. Face à la détresse des salariés, la détermination des dirigeants allemands paraît inflexible.
À 300 km de là, il semble d'ailleurs avoir déjà décidé du sort de l'usine. Bad Waldsee, une petite ville du sud de l'Allemagne réputée pour son lac, ses vieux monuments et son groupe Imer. Ici, le leader européen du véhicule de loisirs a installé son siège et son nouveau site de production ultramoderne. Créée dans les années 50, la petite entreprise familiale est devenue une multinationale qui emploie 3000 salariés. Pendant des années, le groupe a engrangé des millions de bénéfices grâce à ses véhicules haut de gamme. Mais avec la crise, le marché s'est effondré et le groupe a perdu 40 millions d'euros. Son nouveau PDG, Frank Mallet, est arrivé à la tête de la société il y a 3 mois. Selon lui, le groupe ne parvient plus à rentabiliser ses différents sites de production. Dans cette usine, nous avons investi 16 millions d'euros il y a 3 ans, juste avant la crise. Si bien que maintenant, notre capacité de production est trop importante par rapport à la demande du marché. Nos lignes de production sont au ralenti. Seulement 8 véhicules par jour sortent de l'usine, alors que nous pourrions en fabriquer le double. Donc nous travaillons à 50% de notre capacité. L'année dernière, l'entreprise s'est déjà séparée de 200 personnes en Allemagne. Alors pour rentabiliser leur usine et éviter de licencier davantage, les dirigeants du groupe ont fait un choix radical. Rapatrier chez eux la production des véhicules fabriqués par l'usine de Cernay. Mais ils refusent de parler de patriotisme économique. Ça n'a rien à voir avec du protectionnisme. Vous savez, en Allemagne, nous avons dû également licencier des salariés. Autant qu'en France. On se préoccupe autant des uns que des autres. Si nous avons choisi de fermer l'usine de Cernay, c'est tout simplement parce que c'est l'usine la moins rentable du groupe. Ce n'est pas du chauvinisme en faveur de l'Allemagne. C'est un choix purement économique. Un choix qui va mettre les 190 salariés de Cernay au chômage. Et lorsqu'on leur reproche leur manque de communication avec les salariés français, ils rejettent toute responsabilité. C'est vrai qu'il y a un problème de communication, mais si la communication est rompue, c'est les syndicats français qui l'ont voulu, avec leurs méthodes agressives. C'est eux qui ont rompu le dialogue en décidant d'occuper l'usine et de bloquer les livraisons de caravanes. On ne peut même pas rentrer dans l'usine. Et quand nos collaborateurs essaient de les joindre par téléphone, ils leur accrochent au nez. En partant, nous croisons par hasard Erwin Imer, le père fondateur de l'entreprise. À 79 ans, c'est l'une des plus grosses fortunes d'Allemagne. Son patrimoine est estimé à 400 millions d'euros. Nous tentons de l'interroger sur la fermeture de l'usine de Cernay. Poliment, on nous fait comprendre qu'il n'intervient plus dans le management. Vous m'accordez une interview? Non, je suis trop vieux. Il n'est pas autorisé à donner des interviews. Un millionnaire qui embarrasse les dirigeants de la société. Car au moment où ils envisagent de licencier des dizaines de personnes, Erwin Imer fait construire sur ses deniers personnels un musée de la caravane d'une valeur de 12 millions d'euros, juste en face de l'usine. Un bâtiment colossal qui doit ouvrir ses portes en juin prochain, quelques mois après la fermeture programmée de l'usine française. Retour en Alsace à l'usine de Cernay. L'entreprise est toujours occupée par les salariés. Aujourd'hui, ils reçoivent la visite de l'administrateur judiciaire. Lors du dépôt de bilan, Maître Veil a été nommé par le tribunal de commerce pour tenter de sauver l'entreprise de la fermeture. Ce matin, il a pris rendez-vous avec les délégués syndicaux pour faire le point. Ça va? Maître Veil sait que le groupe allemand ne reviendra pas sur sa décision. À demi-mot, il leur annonce qu'il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, le groupe vous a donné une réponse concernant le fait qu'on veut les voir très rapidement pour mettre un calendrier de discussion en place. Ils auraient une possibilité de venir le 13 janvier. Mais là, c'est pareil, c'est aussi vite. Attendez, le 13 janvier, ça fait 1 mois et demi là, qui nous laisse pas roter là. Alors,
qui nous ont foutus dans une merde comme ils ont entendu, on nous laisse pas rentrer 1 mois et demi, comme si on était des animaux. Non mais attendez, mais les animaux, ça va devenir des hyènes, avec la haine. Hein. L'intérêt clair de Imer Allemagne, c'est pas de développer Imer France. Hein. Et s'ils ne veulent pas nous donner ce volume parce qu'ils veulent recentrer l'activité chez eux, qui viennent discuter, c'est tout. C'est ce que me posait la question, en fait, leur avocat me disait, mais de quoi voulez-vous discuter? Mais de quoi on veut discuter? Alors je crois que, maître, la première fois que je vous ai vu, je vous ai dit, ces gens-là jouent à l'âne pour qu'on leur donne du foin. Tout le monde a bien rigolé, je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé. Je me suis pas beaucoup trompé. Ça, c'est une chose. Alors nous, ce qu'on veut, eh ben, on veut tout simplement sortir dignement après 40 ou 50 ans de bons et loyaux services. Voilà ce qu'on veut. Vous savez, ils ne vous font pas de cadeaux non plus. Hein. Tout à fait. Hein, faut pas non plus. Ils sont nationalistes, on peut l'être aussi un peu. Hein. Moi, je suis pas. Ce sera de leur faute. S'il y a le feu dans la boutique, ce sera de leur faute. C'est tout. Et ça, c'est le message que vous devez leur faire passer. Et mais là, c'est pas du semblant et c'est pas du poker menteur. Là, c'est du vrai. À la prochaine. Bonne fête quand même. Ouais, c'est quand même Noël. Hein. C'est pas c'est quand même Noël. La gueule du cadeau, mais enfin bon, c'est quand même Noël. C'est quand même Noël. Donc on compte sur vous pour faire passer le message. Je fais passer le message et je vous tiens au courant. Une entreprise dont l'actionnaire et les dirigeants ne veulent pas la poursuite, vous ne pouvez pas la poursuivre. Ça, ou là, il faut un repreneur. Et c'est là qu'on retrouve la définition du repreneur. Mais pour qu'il y ait un repreneur, il faut qu'il y ait une marque que nous n'avons pas, un réseau que nous n'avons pas, des brevets que nous n'avons pas. La seule chose qu'on a, c'est du savoir-faire, mais c'est insuffisant. Vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, mais disons que c'est un dossier qui est particulièrement difficile. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la maison mère d'essayer de trouver quelque chose. On ne fera pas ça seul. Donc ça, parce que c'est la maison mère qui est déterminante. Et comme ils ne viennent pas vraiment, donc... j'espère qu'ils viendront en tous les cas avant le 13 janvier. Antoine doit annoncer la mauvaise nouvelle aux salariés réunis dans le réfectoire. On vient d'avoir réunion avec l'administrateur. Il vient de nous annoncer que les actionnaires étaient prêts à venir le 13 janvier. Ce jour-là, dans l'assistance, Lucien et Philippe, le fils et son beau-père, représentent l'aile dure des salariés. Le groupe vise la liquidation judiciaire de la boîte. On va avoir les mains croisées jusqu'au 20 là en disant merci, au revoir. Ben c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Ben, les actions qu'on a faites, ça n'a pas suffi pour les faire venir. Ben non, c'est tout. Voilà, ben c'est la vérité. C'est des fils de p. Voilà, ben c'est la vérité. Et c'est comme ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Et ces fils de p, malheureusement, on doit les avoir autour de la table. Et on doit réussir à leur tirer du blé, à leur tirer un accord, à leur tirer de l'accompagnement. Si on n'a aucune réponse, à partir du 4, la situation ne va pas rester autant calme qu'elle est actuellement. Parce qu'il va falloir passer par des actions beaucoup plus virulentes s'ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils viennent ici autour de la table. Je dis la cocotte, elle commence, attention la soupe. Ah non, là, faut qu'ils arrêtent maintenant leur connerie. Tu penses les mecs qui étaient énervés avant? Ils sont révoltés car ils viennent de comprendre que la décision du groupe les condamne au chômage. Leur nouveau combat désormais, obtenir des primes de départ plus importantes que le minimum légal. Pour 10 ans d'ancienneté, un ouvrier licencié touche 3 800 €. Les salariés estiment mériter davantage. Même si on se fait virer, on ne va pas être viré avec 1 500 €. Hein. On veut plus, c'est clair. Il y a des gens qui ont donné 35 ans de leur vie ici, ils vont s'y dire avec rien. Je ne suis pas d'accord. Pour eux, c'est pour moi aussi, bien sûr. Il faut nous comprendre. Hein. On est là avec la cocotte minute qui commence à péter, là, doucement. C'est bien beau de jouer à la belote. Mais bon, à certains moments, Bon week-end. Salut Lucien, bon week-end à toi. Ah oui, mais j'y peux rien. Un peu plus tard dans la soirée, Lucien et sa femme vont dîner chez leur fils. Hello. Chez eux, Imer France est une affaire de famille. Moi, mais je préfère personnellement que Lucien le beau-père et Philippe le fils y travaillent. De passer pour un mouton, quoi. Un gars qui dit rien, qui... Maryvonne, la mère, elle, a été licenciée en 2008. Et bientôt, ce sera le tour de Lucien et de Philippe. J'ai travaillé pendant 36 ans chez Imer. Et puis, comme il y avait un plan de licenciement qui devait être fait, on a choisi les gens qui étaient censés pouvoir partir, quoi.
Donc moi j'étais une des plus anciennes, donc on m'a mis en tête de liste. Et maintenant du fait de ce conflit en plus, c'est mon mari qui se retrouve sur le carreau et puis mon fils qui lui a quand même une maison maintenant sur le dos, un crédit important à payer. Moi c'est délicat de parler de mes prêts parce que ça implique beaucoup de choses. Parce que bon, il est en séparation avec sa concubine, donc ils ont cette maison à deux. Et donc il a un fort crédit. S'il veut racheter cette maison, je me demande comment il va faire. Déjà, voilà, en fait, tout simplement, déjà avec du travail, c'est dur. Alors, sans travail, ça va être encore plus dur parce que bon, moi, j'ai rénové cette maison, je voudrais pouvoir la garder, quoi. Alors, si mon boulot, en plus, il me lâche, il y a pas mal de choses qui me lâchent et ça commence sérieusement à suffire, quoi. C'est pour ça qu'en fait, quoi, la température, c'est vrai, elle va monter. Après, il y a des gens, ils vont craquer, ils vont péter un câble. Dont un, là, qui est en face de moi. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, je serai... Bon, il ne faut pas être non plus. Oui, mais avec les Allemands, que ce soit avec les Allemands ou les autres, quand on te prend pour un con, à un certain moment, tu agis comme un con, ça s'arrête là. Moi j'aime pas la violence. Alors, mon mari me dit, de toute façon, il faudra quand même y arriver, il faudra quand même... Et alors ça me travaille. Donc, je vis très mal. Donc, on peut avoir aussi des tensions entre nous, juste pour ça. Et mon fils est quand même assez virulent aussi. Et quand il me dit, toi maman, tu t'es toujours laissé faire et tu n'as jamais rien dit. Ouais, c'est la vérité. Mais en tout cas, il faut se rebeller, quoi. Tu peux pas te faire avoir comme ça sans ne rien faire. En tout cas, moi, personnellement, ça peut pas passer, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien perdre, il n'y a pas de problème. Mais avant de perdre, je veux pouvoir jouer aussi, moi aussi. Tu vois mal parce que nous, on sera aux avant-postes, mais on sera pas aux avant-postes. Moi, j'ai dit dès le début, les Allemands ne viendront pas, les Allemands ne viendront pas, c'est clair et net. Et bien, ça va dégénérer, un point, c'est tout. Je suis pas pour mettre des claques au directeur ou quoi que ce soit, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des dérapages et ça va faire mal. C'est du matos. Oui, c'est du matos. Pourtant, si on avait pu leur mettre une tarte dans la gueule à chaque fois qu'ils nous ont raconté des conneries, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ça, c'est une chose qu'elle est certaine. Là, maintenant, vous voyez comment je peux vivre la chose, parce qu'ils sont tous les deux contre moi. Enfin, je dirais pas que je suis contre eux, mais ça me fait mal, quoi. C'est ça. Et donc, moi, je le vis très mal. « 40e jour d'occupation de l'usine. Il est 6h30. Les délégués syndicaux se réunissent dans le plus grand secret. Pour obliger le groupe à négocier avec eux, ils ont décidé de radicaliser leur combat. Toutes les pistes sont envisagées, même les plus extrêmes. Le fait de prendre nos directeurs en otage. Mais tu prends en otage quelque chose qui a de la valeur. Il n'a pas de valeur, le mec. Et je ne veux pas donner l'image de l'attaque à la personne, tu vois. Ça serait encore le valoriser. On pourrait aussi prendre la SABM grâce à elle, la mettre aussi sous le feu. Le problème, c'est si on s'attaque à la personne, même si la personne le mérite, et la personne, elle va se faire passer pour la victime, tu comprends? Et c'est cette image que je n'aimerais pas donner, parce qu'il est autant responsable que les autres, si on en est là. Donc on y va vers les flammes, alors. On est tous d'accord là-dessus. On commence à cramer des palettes et les meubles qu'on a démontés. Le conflit franchit une nouvelle étape, celle de l'illégalité. Au fond de l'usine, les ouvriers préparent le bûcher avec les meubles qu'ils ont démontés 3 semaines auparavant. On ne peut pas rester aussi calme et les bras croisés dans la dernière ligne droite qui sont ces 15 jours qui nous amèneraient au 20 janvier. Il y en a marre de se faire prendre pour des cons et qu'il faut passer à l'action de façon un peu plus forte. Est-ce que là-dessus, on peut compter et on peut continuer à compter sur votre soutien? Les ouvriers envisagent aussi de brûler cette caravane. Donc on va la mettre au milieu du parking. On va faire un mini bûcher avec des palettes. On va demander une réponse à la maison mère. Et faute de réponse, ma foi, elle partira en fumée. Le commando se prépare. Combinaison, masque, gants, pour ne pas être reconnu. Parce que tout le monde a peur qu'il y ait des représailles, je pense. Mais des représailles sur quoi, je sais pas. Fait rien de mal. Rien de mal, sauf que le matériel appartient au groupe. Le brûler est un délit.
Tous les salariés sont réunis pour assister à ce triste spectacle. Ils espèrent que cette action poussera enfin la direction à négocier. Ben, si ça les fait pas réagir, c'est que c'est vraiment une belle bande de quoi. C'est tout simplement. Hein. Mais je crains que ce soit une belle bande de en fait. Ouais. C'est un petit peu la dernière chance quoi. Peu à peu, tout le stock de meubles de l'usine part en fumée. Un crève-cœur pour les ouvriers qui les ont fabriqués de leurs propres mains. Quand tu commences à cramer ton produit parce que de te foutre dehors et sans même négocier et te jeter du jour au lendemain dehors, alors que ça fait quand même 40 ans que ça existe, à quelque part, ça fait mal au cœur. Plusieurs médias couvrent l'événement. À travers eux, Antoine vise les patrons allemands. Il leur promet une escalade de la violence. On n'en a plus rien à foutre, qu'ils réagissent ou qu'ils réagissent pas. À un moment donné, on l'a dit, on partira la tête haute. Et si on doit cramer tout ce qui est sur le parc d'un coup, on cramera tout ce qui est sur le parc d'un coup. On a préparé une caravane là derrière, ils ont 48 heures. Maintenant, c'est à eux de voir. Nous, aujourd'hui, on a tout perdu. On a perdu notre boulot, on a perdu 20 ans d'histoire dans cette boîte. Pour moi, en tout cas, à titre personnel. Hein, d'autres 30, d'autres 40. Mais tant pis, on est jetés comme des vieilles savates. Mais voilà, mais c'est comme ça, on cramera tout, un point, c'est tout. Ils vont payer. Quitte à ce qu'on récupère rien, ils vont payer. Alors là, ils viennent, les forces de l'ordre. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, non, ça va pas bien. Meilleurs vœux déjà pour commencer. Ouais, vous aussi, bonne année. On s'est pas vu depuis la dernière fois. On va juste aux dernières nouvelles, voir... On se chauffe parce qu'il fait froid. Je vois, voir où vous en êtes un petit peu. Ben, on en est au stand-by total, blocage total, 40 jours de silence. Personne ne bouge, aussi bien les politiques que même le sous-préfet. On n'a rien du tout, donc on nous laisse pourrir et crever ici dans notre coin. Donc on va crever en beauté, tant qu'à faire. Hein. Et une chose est claire, hein. Une chose est certaine. Quitte à tout faire sauter là-bas, on fera tout sauter là-bas. Et c'est pas que des menaces dans le vent, c'est clair et net. On partira sans rien, mais eux, ils ne toucheront plus rien du tout là-dedans. Et on restera là, tous autant qu'on est, on restera unis. Pour le moment, les flammes sont limitées à 2 bennes sécurisées et ne mettent personne en danger. Rassurés, les gendarmes quittent les lieux. Dans son bureau, Philippe Grasser, le directeur du site, assiste impuissant à la scène. Il prône un retour au dialogue social. Je pense que c'est vraiment un gâchis. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien de cette entreprise. Mais pour ça, il faut travailler ensemble et il faut essayer d'aller de l'avant. Mais à la fin de l'interview, marquée par les événements de la journée, le directeur se confie davantage. Et aujourd'hui, on est dans le syndicalisme des années 30, là, malheureusement, ici, sur ce site. Voilà, donc c'est aucune chance ou perspective d'évolution. C'est-à-dire syndicalisme des années 30? C'est systématiquement non. Hein. Le patron, c'est systématiquement un voyou. Tout ce qu'il propose, c'est de la merde. Il ne faut pas l'écouter. Voilà, c'est comme ça. C'est du communisme pur et dur. C'est tout. Visiblement, entre les dirigeants et les syndicats, le dialogue n'est plus possible. 21h, les dernières cendres se consument. J'ai préparé avec un logiciel pour faire une mise en page. Pour Antoine, la journée est loin d'être terminée. Sur Internet, il met en ligne les clichés du bûcher pour les envoyer aux actionnaires allemands. Pour lui, ce conflit, c'est le dernier round. Ça sera mon dernier combat pour les gens d'Imer France. Ça sera mon dernier combat chez Imer France, mais je le mènerai jusqu'au bout. À Noël, il y a eu quelque chose de... Je dis pas de magique, mais il y a eu quelque chose. Le fait de se retrouver ici à Noël, seul, sans les gosses, sans ta femme. Sans ta femme, après, j'ai 46 ans d'âge, c'est la première fois que je passe un Noël dans une boîte comme ça. Tu te dis, mais attends, je rentre à la maison le lendemain, ma gamine qui m'écrit une lettre que je trouve sur la table en disant papa, tu nous manques, même si t'es pas là, pardon, on t'aime quand même, etc. etc. Ben... Oui, ça c'est vrai que ça a fait un choc passer Noël et Nouvel An dans la cuisine. Bon, c'est pareil, 52 ans, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, Noël, c'est en famille.
On n'est pas là pour... on veut notre dû. À 53 ans, Bernard est l'un des plus anciens ouvriers de l'usine. Il a donné 30 ans de sa vie à l'entreprise. C'est un peu la folie, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne, tu vois, ce que je suis en train de passer. Moi et les collègues, ce qu'on est en train d'en baver là. C'est écœurant comment qu'on traite des êtres humains. Alors qu'on n'a rien fait de mal, on veut juste garder notre boulot, c'est tout. On demande ce que le plus commun des mortels veut, travailler. Bernard vit en pleine campagne dans un petit pavillon avec sa femme et sa fille de 24 ans. Tous les soirs, il rentre épuisé de ses journées de combat. Ça va? Salut les petites. Ça va? Oh ouais, je suis mort. Je suis cassé. Il est temps que ça se termine, je te jure, on ras le bol. On le sent mal. Antoine, il le sent mal aussi, ça sent pas bon. Ouais. Ouais. Voilà. Bon. Pas un soir sans ressasser sa rancœur envers Imer France et ses angoisses pour l'avenir. Ils nous ont tout enlevé, notre fierté, notre travail, on n'a plus rien. Moi, la voiture que j'ai achetée, comme je l'ai dit à ta mère, je vais la revendre. Hein. Mais non. Je ne pourrais plus la payer. Mais avec quoi tu veux que je la paye? Mais attends, c'est pas avec mon malheureux SMIC que j'ai payé une bagnole que j'avais achetée exprès pour aller chez Imer. Quand j'ai acheté cette bagnole, pour moi, la boîte, elle tenait. Hein. On m'avait toujours dit, il y a du travail chez Imer jusqu'à ta retraite. Ben, aujourd'hui, je vois le résultat des courses. Hein. Et puis on mangera quoi? Des cailloux. Mais je travaille aussi. Hein. Tu travailles, mais il faudra que tu travailles jour et nuit pour remplacer les deux salaires. Hein. Et tu crois que je vais me faire entretenir par toi? Attends, j'ai quand même aussi ma fierté. Hein. Pour lui, son travail, c'était tout. Hein. Ça, mais... Et le dernier jour, on nous dira vraiment, en espérant qu'il n'y ait pas que de la cendre. Mais bon, si c'est le dernier jour, il n'y aura que de la cendre. Mais le dernier regard... Hein. Bon, il y a la fatigue et tout. À son âge, Bernard sait qu'il ne retrouvera pas facilement un emploi. Bon appétit. Ah, ouais, moi aussi. Ouais, ouais, je bois pour oublier. Ce qui me fait peur, c'est de tomber dans l'alcool. Tu n'aimes pas ça? Oui, j'aime pas ça, mais bon. Parfois, ça fait oublier. De toute façon, tu ne seras pas sans rien. Tu auras des indemnités de chômage. Mais je ne suis pas un assisté. Mais je te l'ai déjà dit, je ne veux pas être assisté. Je veux vivre par mon travail. Je veux vivre par mon travail. Non, oui, je suis désolé. J'ai ma fierté. Tous les hommes, ils ont leur fierté. Moi, j'ai la mienne. Tu ne vas pas t'inscrire aux ACDIC? Si, j'irai m'inscrire, mais ils vont pas profiter. Je ne vais pas en profiter longtemps. Parce que du matin au soir, je vais courir de tous les côtés pour trouver du boulot. Première étape, je vais à la mairie. Ben oui. Je leur demande même à faire agent d'entretien, balayeur de ville, videur de poubelle, je m'en fous. Mais à la fin du mois, je veux rentrer avec un salaire. Je ne veux pas aller à la NPE, tendre la main, donner mon salaire. Pourquoi ils me donneraient un salaire? Je n'ai même pas transpiré. Mais c'est pas de ta faute que tu n'as plus de travail. Ben heureusement que c'est pas de ma faute. Donc tu ne dois pas culpabiliser. Si, et c'est pour ça que le Imeragé, autant je leur dis merci, parce que grâce à eux, pendant 30 ans, j'ai quand même vécu, j'ai pu m'acheter ce que je voulais. Mais autant aujourd'hui, je les hais. Parce que tout ça, toute ma vie, ils me l'ont pris. Parce que non seulement il y a le fait de l'argent, mais le fait de l'amour de cette putain de boîte. Le lendemain matin, les menaces d'Antoine de faire brûler l'usine portent leurs fruits. Il reçoit un appel des dirigeants allemands. Ils lui assurent qu'ils sont prêts à négocier, mais pas avant le 13 janvier. Malgré le délai, il accepte la proposition. Reste à convaincre les salariés les plus radicaux de patienter encore 10 jours. Nous, on considère que cette réponse, malgré la date tardive, est favorable. C'est pour ça que la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est 1. Allez, nombreux, le 13,
à la sous-préfecture quand il y aura cette réunion-là, première des choses. Et deuxième des choses, on ne brûlera pas la caravane tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition-là? Ouais. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Quelqu'un veut prendre la parole? Furieux, Lucien quitte l'Assemblée générale. Il part se calmer dans son atelier. Oh là, je te sens chaud. Non, ça passe. On est dans la merde. Ouais, on est dans la merde, je sais, mais... Tu crois, tu as confiance dans les Allemands, toi? Le problème, c'est pas le fait d'avoir confiance ou pas confiance. Le fait, c'est si on arrête tout de suite tout maintenant, on est sûr de rien gagner. La seule façon pour les faire cracher, c'est qu'ils soient d'accord de cracher et c'est de les mettre autour de la table. T'es d'accord avec moi? Tout à fait. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça fatigue, c'est que ça use, c'est que ça énerve. Moi, je t'ai dit, j'ai toujours suivi la majorité. Ouais, ouais. Je suivrai. Et moi, mon opinion, je te la donne, j'ai pas confiance dans les Allemands. Non, mais moi, j'ai pas confiance non plus. Moi, je comprends que vous en ayez marre, certains. Je le comprends tout à fait. Mais tu peux me croire, moi, je suis dans le même cas. À un moment donné aussi, tu as envie de tout lâcher et tout laisser tomber. Mais il faut pas qu'on se laisse. Je dis, il n'y a pas de place pour les émotions. Donc soyons patients. Toujours, mais bon. Je dis, c'est dur. Toujours. C'est dur. C'est dur. Tiens. Enfin le jour tant attendu. Antoine se rend à la sous-préfecture pour rencontrer les dirigeants allemands. Tous les espoirs des salariés reposent sur ce rendez-vous. Une centaine d'ouvriers est déjà là, déterminés à maintenir la pression pendant des heures s'il le faut. Bonjour. Allez, bonjour. Ouais. En guise de comité d'accueil, d'importants renforts de gendarmerie. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah ben, j'espère comme vous. Bonjour. Bonjour. Et quand on est accueilli par des hommes en bleu, c'est... C'est bon signe, vous êtes en toute sécurité. On est en toute sécurité. Voilà, on est là pour vous protéger. Voilà, la République est là pour moi. C'est bien. C'est bien. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Ah ben oui. D'accord. Ah, je vois qu'il y a des grands sourires, c'est bien ça. Dans la salle, tous les responsables sont présents. L'administrateur, le directeur de l'usine, les élus et surtout Hermann Pfaff, le bras droit du PDG allemand. Depuis 50 jours, Antoine attend cette confrontation. Mais l'homme n'en est pas à sa première négociation. Après quelques minutes de débat, le ton monte. Au député maire, maintenant, je vous demanderai de bien vouloir vous retirer de la pièce. On vous remercie. On négocie pas. Vous le dites. Si vous voulez pas négocier, vous le dites aussi. Monsieur Dugaud, vous croyez vraiment que nous allons régler un plan social en 10 minutes? Je vous propose qu'on se revoie dans une semaine pour parler de ça. On a besoin de plus de temps pour réfléchir à toutes vos propositions. Là dehors, j'ai des salariés. J'ai des salariés à qui je dois donner des réponses, à qui je dois donner un résultat. Et surtout un résultat. Je ne garantis plus rien quand on sera sorti de cette table. Et autour de cette table, je ne garantis plus rien du tout. Tous les ouvriers attendent dans le froid. Après 50 jours de combat, Philippe et Lucien, son beau-père, veulent des résultats. On n'a pas l'intention de partir sans rien, il va falloir qu'ils crachent, qu'ils se mettent d'accord là. Là, il ne s'agit plus de rigoler. Il faut qu'ils lâchent. Ils sont là, il faut qu'ils lâchent. C'est clair et net, parce que là, on est à bout. Oh, calme. Bon les gars, tant qu'il y a de la discussion, il y a de l'espoir. Ok?
Même si pour l'instant la situation sur le démarrage des négociations semble, on va dire, pas très favorable pour nous, il faut quand même continuer à garder espoir. Et ce que je tiens quand même à préciser, je regrette, on ne peut pas s'inviter, non, attends, on ne peut pas s'inviter à la sous-préfecture. Moi, les clashs qu'il y a à la télé où on donne des coups de pied dans les meubles, je ne veux pas ça ici à la sous-préfecture. Ok ? On réglera nos problèmes avec les vrais responsables qui sont ceux du groupe. Les discussions reprennent et pendant des heures, Antoine tente d'obtenir des primes de départ pour les salariés. Ils ne veulent plus bosser avec nous, je ne veux pas les obliger à venir bosser avec nous, ils ne veulent plus. Donc on est prêt à leur enlever. Hein? On fera pas un chèque ce soir. Non, mais il fait un engagement, écrit. C'est pas. Ben, s'il ne fait pas un chèque ce soir, ça va mal se finir. Non, mais le chéquier, il l'a pas, c'est clair. Le PDG allemand, lui, refuse de parler de chiffres pour le moment. Les débats reprennent et 5 heures plus tard, un compromis est signé. Les dirigeants allemands acceptent de revenir dans 48 heures pour négocier les primes de départ. En contrepartie, ils exigent que les salariés terminent les dernières commandes de caravanes, soit 2 mois de travail supplémentaires. C'est loin d'être gagné encore. C'est encore loin d'être gagné. C'est perdant-perdant aujourd'hui. Il est 21h. Antoine annonce aux salariés qu'ils devront encore patienter. Ils reviennent le 15 pour qu'on finalise un accord sur la prime extralégale. Il faut savoir que ces gentilles personnes ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin de volume. Donc, il y a des petites avancées, il ne faut pas cracher dessus. Il nous reste 1 jour et demi à attendre pour arriver au 15, donc c'est pas mal. La plupart des ouvriers fait confiance à Antoine. Mais en aparté, certains commencent à critiquer l'accord qu'il a signé. Et quoi qu'il en soit, il faudra bosser pour eux. Et le pire, c'est qu'il faudra rebosser pour eux. Il faudra rebosser pour eux. Après tout ça, après tout ce qu'ils nous ont fait, il va falloir encore baisser le froc, quoi. Et qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ouais, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire encore. Si les gens ils se contentent de ça, bah, franchement, c'est pitoyable. Voilà le fond de ma pensée. Allez, c'est bon. Le lendemain à l'usine, c'est la consternation. Chacun fait l'inventaire de son poste et du matériel a disparu. Certains salariés ont profité de la situation pour voler des outils dans les ateliers. J'avais plus de cadenas à mon coffre de rangement, on va dire. Donc, voilà, j'avais plus de machine, plus rien. J'ai pu récupérer un petit peu difficilement, puis bon, il y a eu pas mal quand même de fauches. C'est l'éternel problème de savoir c'est qui c'est pas la peine. Comme dit, c'est pas normal par rapport aux collègues, quoi. C'est tout. Des vols qui pourraient peser sur les négociations. Mais il y a plus grave. Au fond de l'usine, un petit groupe de rebelles se forme. Ils rejettent l'accord qui a été signé par Antoine avec les Allemands. Ils ne veulent pas reprendre le travail et se disent prêts à réduire l'usine en cendres. En première ligne, il y a Philippe. J'ai jamais vu un conflit se régler dans la gentillesse et sans ne rien faire de méchant, quoi. Il va falloir être méchant, ben tant pis. Hein. S'il faut être méchant, eux ils sont bien méchants avec nous. Antoine est inquiet. Il sent que la situation lui échappe. Il décide de réunir d'urgence tous les salariés dans le hangar principal. Bon, on se rapproche un peu parce que la voix elle commence à manquer là. Je préfère vous avoir tout près parce qu'il y a des choses qu'on doit devoir se dire les yeux dans les yeux, tous autant qu'on est. La première des choses, c'est concernant hier les négociations qu'il y a eu. Il faut savoir une chose,
on est satisfait, c'est mi-figue, mi-raisin. L'important, c'est qu'on garde l'espoir. L'espoir de pouvoir continuer le 15 à négocier et à obtenir le maximum. S'il y a un montant qui est donné, qui nous satisfait, on est prêt à demander la prolongation et à continuer à travailler. Alors aujourd'hui, j'entends des rumeurs qui tournent de droite à gauche et moi, je n'ai pas le temps de traiter les rumeurs. Alors s'il y a des gens qui, malgré le fait qu'on réussit à avoir un accord, ne veulent pas travailler, il faut qu'ils le disent. Au moins, on arrête de discuter, on brûle tout et on rentre tous à la maison. Mais moi, je pars du principe qu'on ne s'est pas fait un cul comme ça, tous autant qu'on est, pour en arriver à ça. Ça, c'est la première des choses. Donc ceux qui ont quelque chose à dire par rapport à ça, qu'ils le disent ou qu'ils ne disent plus rien jusqu'à quand on aura eu l'accord. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Par contre, moi, avec les copains, on s'est battu avec des gens francs, avec des gens dignes, avec des gens honnêtes. J'espère que les gens resteront honnêtes jusqu'au bout. Parce que moi, je veux défendre des gens honnêtes. Quand je dis honnête, c'est qu'on ne doit même pas ramener à la maison une vis dans les poches. Et j'espère de garder cette envie que j'ai eue de vous défendre depuis le début, jusqu'au bout, même si j'obtiens rien. On se bat ensemble. Un discours très ferme qui permet de resserrer les rangs. Mais Philippe, lui, n'est toujours pas convaincu. Général cul. Hein? Mais moi non plus, tu crois que je suis content, moi? Mais tu crois que je suis content, moi? J'ai la haine. Hein? Moi, Antoine, je ne peux pas travailler là. Oui, non, mais je le sais que tu seras incapable de travailler là. Mais après, on prend nos responsabilités les uns les autres. Tu crois que moi, ça m'amuse de travailler pour des gens qui sont en train de nous foutre dans la merde? Tu sais ce que j'estime là? Qui continuent et qui se sont foutus de notre gueule et de la même manière. Ouais, non, mais c'est ton choix. Mais c'est ton choix. Mais ils se sont foutus de notre gueule. Mais c'est vrai qu'ils se sont foutus de notre gueule. Mais on fait quoi? On dit vous êtes foutus de notre gueule, allez vous faire foutre. Non, moi je vais travailler, Antoine, avec des gens que ça fait 1 mois et demi qui se planquent. Ils vont revenir pour récupérer la petite enveloppe. Mais moi je vais leur latter la gueule, moi. Oublie. Faut pas seulement penser aux négatifs, faut penser aux gens positifs. Non, c'est bon. Antoine abandonne la partie. C'est Bernard, l'ancien, qui tente de raisonner Philippe. Il y a énormément de lopettes là, bien sûr. Je suis désolé, mais c'est pas seulement de vouloir casser, foutre le feu, tout détruire qu'on est un homme. Faut savoir à quel moment fais des réunions comme ça et après, tu te promènes. Bernard, tu te promènes dans l'atelier, tu regardes les gens, comment ils parlent. Mais chacun parle de son côté, tout à fait. Ah ben voilà, mais c'est ce que je veux dire. Mais quand il y a Antoine, il n'y a personne qui la ramène. Pourquoi tu parles pas, Philippe, toi? Parce que là, je parle là. Par exemple, ça, on aurait pu en débattre quand Antoine a demandé la parole, tu aurais pu commencer. Mais c'est plus un débat là alors. Ben si, parce qu'il y en a d'autres qui seraient partis de ton côté. Ben oui, mais c'est toujours pareil. Ben oui, après on viendra me dire que tu fous la merde. Moi je t'ai déjà dit, dans ce niveau, on est tous identiques mon gars. On est tous en train d'essayer d'avoir le maximum. On se bat pour la même chose, on perd notre boulot, c'est tout. On perd notre boulot, on a plein le cul, on est crevé, on n'aura pas de pognon, c'est tout. C'est la journée de la dernière chance. Antoine doit reprendre les négociations avec les dirigeants allemands. Il va tenter de leur arracher des primes de départ de 20 000 € par personne au minimum, soit 1 an de salaire pour un ouvrier. Des primes qui devraient s'ajouter au minimum légal. Bon, vous la sentez comment les gars? Dur. Hein? Dur. La boule au ventre ou pas? C'est les tripes. C'est clair, hein? On peut pas sortir de la salle en dessous de la barre des 20 000. Hein? Et même 20 000, moi, ça me satisferait pas. Donc, mais à un moment donné, on sera obligé de faire un choix, on verra. Hein? Allez-y les gars. Non, vous rentrez pas. Non, vous ne rentrez pas, c'est une instruction du sous-préfet. Toutes les parties sont d'accord pour qu'on rentre. Non, le sous-préfet a dit non. Pour ne pas envenimer la situation, l'accès à la sous-préfecture nous est interdit. Dès l'ouverture des négociations, Antoine réclame le maximum,
50 000 € par personne. On ne peut pas payer ça, c'est aussi simple que ça. Le groupe n'a pas d'argent pour le payer. Mais gardez l'entreprise ouverte alors. Et arrêtons de jouer. Et si demain, on paye rien, il n'y aura rien. Donc Si vous n'aurez rien, si on veut rien payer, ça, vous pouvez tout de suite l'oublier parce qu'on vous le fera payer différemment. Nous n'irons pas plus loin, c'est notre dernière proposition. Nous vous donnons 16 000 € par personne. Vous prenez ou vous ne prenez pas? On va jouer encore comme ça combien de temps? Hein? Il y a 190 vies dehors, 190 personnes dehors. Nixto! Depuis des heures, rien ne filtre des négociations. Lorsqu'Antoine sort sur le perron de la sous-préfecture, les salariés tentent d'en savoir plus. Ça pue. Donnez des réponses, la putain de merde. Foutez un max de bordel là. C'est le moment, faut y aller, foutez un max. Non, mais on va, sinon on va chercher une caravane, on la crame. Il y en a rien à foutre. Non, maintenant on veut des réponses. Maintenant ça commence à bien faire leur connerie là. Commence à casser les couilles. C'est ça, il faut bloquer la route là-bas. Mais nous, on n'a rien à faire non plus là. Là, je bloque le passage pour qu'il n'y ait personne qui sort de la préfecture. Les négociations reprennent. Dehors, deux clans s'affrontent. D'un côté les extrémistes, de l'autre ceux qui appellent au calme. Calmez-vous. On n'est pas là. On n'est pas là. Tu me dis pas de me calmer. On va se battre. Calmez-vous. C'est fini le cinéma. Maintenant ça commence à bien faire ces conneries là. On attend que ça que vous pétez les balles. Alors c'est en train de nous entuber. Pour le moment on ne sait pas. Attends. Ferme ta gueule là. Henri. Ferme ta gueule, je te dis moi. Henri. Moi je te nique ta race. J'en ai rien à foutre. D'accord? Philippe lui aussi est sur le point de se battre. Marivonne, sa mère, tente d'intervenir. Apparemment, c'est maman avec Lucien. D'accord? Tu vois la peine. Et Philippe? Tu peux piquer la peine? Laissez faire qui va dans la gueule, qui dégueule, et merci de ce que tu vas faire maintenant. Chacun sa merde. Tu vas à la voiture. Tu vas à la voiture, je te dis. Ils se démerdent. Il faut, on est là pour toi. Tu vas à la voiture. Oui, tu vas à la voiture parce que ça va péter. Allez, Pour Marivonne, ce conflit est une lourde épreuve. Depuis 60 jours, sa famille s'entre-déchire. C'est des trucs qu'on ne peut pas oublier parce que moi je suis marquée pour longtemps de ça. J'en souffre déjà depuis 2 mois et ça me fait mal parce qu'on a eu des problèmes dans le couple avec mon fils et tout ça pour Imer. Je demande qu'une chose, que tout rentre dans l'ordre et que ça reparte sur un bon pied quoi, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut monter un peu? Il a qui 4x4? Le son? Non, monte sur le camion. Après 10 heures de négociations, Antoine sort enfin de la sous-préfecture. Il doit faire une annonce capitale aux salariés. Non, il arrive. Tu montes sur le pare-choc. Il arrive. Michel, nous arrivons au bout d'un parcours de négociation où il n'y a plus possibilité d'avancer. Nous n'avons pas... Attendez, nous n'avons pas encore apposé quelque signature que ce soit sur quelque accord que ce soit. Les résultats qui sont arrêtés aujourd'hui, c'est une enveloppe globale qui représente 20 000 € par personne. Il n'y a plus moyen d'avancer
d'1 centime. Antoine. Antoine. Qui est pour? Qui est contre? Majoritairement, c'est accepté. Voilà, même c'est comme ça. La majorité a tranché. Mais pour certains, ce vote sonne comme une défaite. Et les 20 000 € obtenus semblent dérisoires face à la perte de leur emploi. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? On se fait baiser là pour 20 000 €. Qu'est-ce qu'on a à foutre des 20 000 €? Qu'est-ce qu'il fallait faire, Philippe, alors? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait pas accepter ça. Il fallait rentrer directement au dépôt et aller tout cramer. Voilà ce qu'il fallait faire. 20 000 € et alors, tu les as pas, t'es pas plus riche pour autant. 20 000 €, c'est de la merde aujourd'hui. Aïe, ça me dégoûte, tu vois, on arrive exactement au truc que je redoutais le plus. Bref, on ne vaut pas grand chose. On ne vaut rien. Nos têtes ne sont pas... ne valent rien, nos têtes. 50 et quelques jours pour arriver à cette merde. L'accord final est signé. Le groupe allemand cède une enveloppe globale de 3,6 millions d'euros. Les délégués syndicaux sortent de la sous-préfecture, résignés. C'est la fin d'une guerre d'usure qui laisse à Antoine un goût amer. Je suis crevé et merci à tous. Hein, voilà. Vous êtes fiers de vous? Merci. Fier de moi, non, parce que on est. Nous on l'est pour lui. Quand on fait du syndicalisme, on est pour eux. Hein. On a des rêves. On l'est pour eux, nous. On l'est pour eux. Et ce rêve n'est pas atteint. Point essentiel de la négociation, les salariés doivent maintenant reprendre le travail. Mais après un conflit d'une telle intensité, en seront-ils capables? L'accord signé par Antoine sera-t-il respecté? Après 2 mois d'occupation, Antoine ouvre les grilles de l'usine et remet les camping-cars à leur place. Aujourd'hui, l'entreprise doit se remettre en route pour finir les commandes exigées par le groupe. Il est 7 heures, les salariés retrouvent leur bleu de travail et leur pointeuse. Mais la chaîne reste immobile. Aucune consigne n'a été donnée par le directeur au chef d'atelier. Personne ne sait ce qu'il doit faire. Alerté, Antoine tente d'en savoir plus. Oh, Michel, quand tu démarres alors? On va commencer à démarrer, oui. Francis, tu vas commencer à distribuer les machines qu'on a retirées du circuit. Ok, mais Grasser est déjà descendu, il est déjà venu vous dire quelque chose, il vous a appelé en réunion, rien? Non, personne. Pour Bernard, c'est le flou total. Donc on a repris officiellement le travail. Depuis 9 heures, on attend des instructions pour savoir quel modèle produire, quoi faire. Il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. On est tous là sur la ligne, on attend, on ne sait pas quoi et on attend. C'est Grasser, on peut se voir 2 minutes? Très rapide, parce que c'est assez important. Ouais. Oui. Les gens, ils sont au poste là, ils attendent les consignes, ils attendent les ordres. Oui. Il faut peut-être maintenant rassembler les cadres et voir un peu comment on redémarre. Hein. Oui. Hein? Écoutez, j'y suis, monsieur Dugo. Vous y êtes? Non, mais les gens, ils savent pas quoi faire. On attend, ça fait maintenant 2 jours qu'on attend qu'on nous donne des ordres. Donc ils ont pris l'initiative de reprendre le boulot rapidement, et puis voilà. Je dis, mais s'ils n'ont pas les consignes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle série il doit faire, quel type de véhicule il doit faire? Je dis, c'est... Oui, écoute, hein? Ils auront les consignes. Ils auront des consignes, ah, bien, d'accord. On prend acte. On prend acte, ça marche. Ok. Allez. Merci. Et peut-être faudra provoquer une réunion extraordinaire du CE pour discuter de tout ça aussi. Oui, on va le faire. D'accord. Ok, bonne journée. Merci, vous aussi. Bien, merci.
Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention? Ce que je pense, c'est que c'est absolument théâtral. Voilà ce que je pense. Je n'ai pas attendu que M. Dugaud et M. Géva toquent à ma porte pour donner des consignes. Voilà. Je pense que tout ça, c'est qu'un grand numéro de cirque. Ça fait partie du show. Voilà. Ça vous agace? Ah oui, beaucoup, oui. Parce qu'on perd un temps précieux avec ça. Oui. Je pense qu'on n'est pas là pour faire du théâtre, ni pour faire un numéro de cirque. On est là pour travailler, pour apporter une valeur ajoutée et satisfaire des clients. Mais bon, on n'a visiblement pas tous la même vision des choses. Alors pour les syndicalistes, moi je le répète, il est très simple de s'asseoir dans une salle, de boire de la bière et de manger des chips et toute la journée, et dire que la direction ne sert à rien et que la direction ne fait rien. Alors ça c'est un petit peu simpliste à mon avis, c'est un petit peu simple. Voilà. Indignation sincère ou volonté de sauver la face devant notre caméra, toujours est-il qu'à peine 30 minutes plus tard, le directeur convoque les cadres pour leur transmettre ses consignes. Hubert, lui, prépare son poste de travail. C'est toujours du plaisir de retourner travailler. Bon, pour l'instant, ils ont dit 3 mois. Moi, jusqu'au fin mars. On espère que ça va encore durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Oh, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que moi, j'adore mon boulot, en fait. J'adore ce que je fais, ça fait 7 ans et demi que je le fais et j'adore. C'est fatigant et tout, mais j'adore. Peu à peu, l'usine retrouve son rythme de croisière. Je vais te dire une chose, moi je suis content de reprendre, même si c'est le dernier épisode, mais enfin, moi je suis content d'y retourner. Mais les dissensions au sein des ouvriers demeurent. Philippe, lui, refuse de reprendre le travail. Pour moi, c'est inconcevable de retravailler pour des pareils. Je peux pas, moi. Regarde, là, le chef, là, il regarde. La tension monte lorsqu'un chef d'atelier menace les réfractaires de leur déduire des jours de salaire. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on nous a marqué absent? Ouais. Si je suis pas payé ces 2 jours-là, ça va aller mal. Excédé, il débarque en trombe dans le bureau d'Antoine. Là, il va nous harceler le Roger, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, bon, ouais, il faut tout faire des pauses, il faut faire une caravane aujourd'hui, puis ci, puis ça. Ne vous foutez pas en danger, putain de merde. Non, je suis pas en danger, là. Je suis pas en danger, là. Non, mais si vous restez ailleurs que votre poste de travail, ils peuvent vous foutre ça dans les dents. Ne leur donnez pas gain de cause. Mais de toute façon, maintenant, que je dis maintenant... Qu'est-ce que tu avais dit l'autre jour, là? Et il m'a dit à Gracière, tu as dit que tu aimerais bien que les gens soient en bleu de travail au plus tard lundi. Au plus tard. Alors maintenant, oui, je vais te dire, il y a par exemple le magasin, il n'y a pas de camion qui arrive, ils ne travaillent pas. On travaille tous en même temps, tous ensemble, ou pas du tout. Parce que moi j'ai dit, il y a peut-être 1 heure ou 2 heures de boulot. Attendez. Moi, je vais être clair. Laissez-moi digérer tout ça, laissez-nous digérer. Écoute, on le digérera jamais, Philippe, on le digérera jamais. On va pas donner raison à des connards qui nous ont foutus dans la merde. Parce qu'ils attendent ça depuis le début, qu'on se mette sur la gueule. Ils attendent ça depuis le début, qu'on se mette sur la gueule. Et si vous arrivez à me mettre sur la gueule à moi aussi, ils sont encore plus contents. C'est ça qu'ils veulent. Putain, on doit leur donner raison. Voilà, c'est tout. Maintenant, tout ce que je vous demande, c'est ne vous foutez pas en danger. Parce que le pouvoir dans la réglementation, c'est eux qui l'ont. Malgré tout. Alors, ce 20 000 €, même si c'est rien, on le veut quand même, on est d'accord. Qu'on se foute pas dans la merde et qu'on leur donne pas raison. Ils doivent les cracher, les 20 000. Une fois de plus, Antoine a réussi à calmer les esprits. Tous les salariés se remettent au travail. Ils ont 2 mois pour terminer toutes les commandes avant la fermeture de l'usine. Leur dernier espoir, que la justice s'oppose à la liquidation. Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 h du matin. La justice doit se prononcer définitivement sur le plan de fermeture présenté par le groupe Imer. Antoine et la délégation syndicale espèrent encore qu'il sera refusé. Ce matin, 11 entreprises de la région risquent la liquidation. Au tribunal, les dossiers défilent les uns après les autres.
Les dirigeants allemands du groupe arrivent au palais de justice. C'est à présent aux salariés d'Imer de passer à la barre. Hugo, Antoine, c'est qui? Oui, allez-y. Dans quelques instants, leur avenir sera scellé à tout jamais. L'audience ne dure qu'une vingtaine de minutes, 20 minutes seulement pour décider du sort d'une entreprise qui existe depuis 40 ans. C'est mort, voilà. Mais bon, je ferai une prise de parole comme je l'ai promise aux salariés dans l'entreprise. Et puis... Alors quelle est la décision? Liquidation judiciaire, immédiate. Donc 180 personnes qui vont crever la dalle pendant un certain temps. Et mon sentiment, c'est que quelque part, le salarié aujourd'hui n'est vraiment plus considéré en France. Vraiment plus considéré. En tout cas, dans notre cas, c'est ça le cas. À Cernay, les ouvriers sont encore au travail. Les tensions entre salariés se sont apaisées. Ils ont honoré leur contrat et terminent la toute dernière caravane. Avec une attention particulière, ils peaufinent le véhicule qui symbolise la fin d'une époque. Schnecky, tu me regroupes les gens des bureaux, tu leur dis de descendre, je fais une prise de parole là. Pour la toute dernière fois, Antoine réunit les salariés. Il doit leur annoncer la nouvelle tant redoutée. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne d'entre nous. La liquidation judiciaire a été prononcée au tribunal de façon, on va dire, unanime de la part des administrateurs et de la part du tribunal. On a perdu le combat de l'emploi. Ça, c'est un point clair, net et précis. Par contre, ce qu'on a gagné, et ça, il faut le mettre en avant, c'est cette solidarité, cette fierté à s'être battus ensemble tous depuis le mois de novembre. Excusez-moi. Une dernière chose, ça va venir. C'est merci à nous tous collectivement du boulot qu'on a fait proprement et dignement. Voilà, moi j'arrêterai mon discours là-dessus. Aujourd'hui, calmement, dignement et proprement jusqu'au bout, c'est les derniers mots que je vous dirai. Bravo à vous les gars. Et les nanas aussi. Bah, réaction. C'est de la peine. Bernard, lui, voit 30 ans de sa vie défiler. Ça fait bizarre de voir tout vide. T'as vu la rangée là? Ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai jamais vu non plus. Il y a tellement de souvenirs là-dedans. Des bons souvenirs. Je me suis marié chez Imer, j'ai divorcé chez Imer. Je suis resté en contact avec ma femme qui travaille aussi chez Imer. Vous voyez? Même Philippe a oublié sa rancœur. Qu'est-ce que vous allez regretter ici? Les copains. Les copains, se lever tous les matins et discuter avec des gens qu'on apprécie. Ah oui, 8 heures tous les jours ici. Je peux pas laisser passer ça comme ça. Dans quelques jours, le matériel et les bâtiments seront vendus aux enchères et les salariés recevront leur lettre de licenciement. Après 4 mois de combat, Antoine a le triste privilège de fermer la grille de l'usine Imer France pour la toute dernière fois.